Les pensionnaires. Anton Tchekhov. Le petit bourgeois septuagénaire Mikhaïlo Petrov Zotov, caduc et seul au monde, fut réveillé par le froid, sentant par tout le corps la courbature de la vieillesse. Dans sa chambre, il faisait noir. La veilleuse devant l'icône s'était éteinte. Zotov, soulevant le rideau, regarda par la fenêtre. Les nuages recouvrant le ciel commençaient à se teinter de blanc. L'air à devenir transparent, il était donc près de 5 heures tout au plus. Zotov gémit, toussa et se ratatinant de froid, se leva. Par vieille habitude, il pria longtemps debout devant l'icône. Il dit le Notre Père, la salutation angélique, le credo et débita toute une série de noms. Il avait depuis longtemps oublié à qui ils appartenaient et ne les répétait dans ses prières que par habitude. Par une même vieille habitude, il balaya sa chambre et le vestibule, et prépara son petit samovar de cuivre rouge, ventru à 4 pieds. N'eussent été ses habitudes, Zotov n'aurait su avec quoi remplir sa vieillesse. Le charbon du samovar s'alluma lentement, et tout d'un coup, à l'improviste, le tuyau se mit à chanter d'un ton profond, saccadé. « Bon, grommela le vieillard, le voilà qui ronfle. Garde la malchance pour toi. » Zotov se souvint tout à point que, la nuit précédente, il avait vu en rêve un poil, ce qui signifie tristesse. Les rêves et les mauvais présages étaient la seule chose qui mit en mouvement son cerveau. Cette fois-ci, le vieux se plongea avec un particulier amour dans la solution de ces questions. Pourquoi le samovar chante-t-il? Quel chagrin présage le poil? Le rêve parut se réaliser sur le champ. Lorsque Zotov eut lavé sa théière et voulut y mettre du thé à infuser, il n'en trouva pas un brin dans la boîte. Cela l'irrita et l'énerva. Il se mit à maugréer. « Vide forçat !» marmonna-t-il en tournant dans sa bouche des miettes de pain noir. « Quel chien de sort! Pas de thé! Si encore j'étais un simple moudjik, mais je suis un petit bourgeois, propriétaire d'immeubles. C'est une honte !» Grognant et parlant tout seul, le vieillard prit son manteau, rond comme une crinoline, fourra ses pieds dans des galoches énormes et informes, faites en 1867 par le cordonnier Prokoritch, et sortit. Le temps était gris, froid, lugubrement calme. Une automnale gelée blanche argentait légèrement la grande cour, moutonnée de bardanes et semée de feuilles mortes. Ni vent, ni bruit. Zotov s'assit sur les marches de son avant-porte déjetée, et il arriva ce qui arrivait tous les matins. Son chien, Liska, grand chien de garde blanc, taché de noir, pelé, à demi crevé, l'œil droit fermé, s'approcha de lui. Le chien s'approchait avec timidité, se tortillant avec crainte, comme si ses pattes eussent touché non la terre, mais des plaques de tôle fortement chauffées, et tout son vieux corps exprimait une extrême habitude d'être battu. Zotov sembla ne faire aucune attention à lui, mais quand le chien, remuant faiblement la queue et se tortillant toujours, lécha sa galoche, il se mit à grogner avec colère, et frappa du pied. « Allez, couchez !» lui cria-t-il. « Maudit, puisses-tu crever !» Liska s'éloigna un peu, se posta sur son derrière et tourna vers son maître son œil unique. « Les diables !» continua Zotov. « Il ne manquait plus que vous pour mon malheur. Hérode !» Et il considéra avec haine son petit hangar au toit de travers, couvert de mousse. Encadré dans la porte, une longue tête de cheval le regardait. Flatté, apparemment, par l'attention du maître, la tête remua, se tendit en avant et tout un corps de cheval sortit dans la cour. Aussi délabré que Liska, aussi timide et apeuré que lui, jambes aussi maigres, le poil blanchi, le ventre rentré, l'échine osseuse. Le cheval sortit, s'arrêta indécis comme s'il ressentait de la honte. « Il n'y a donc pas d'abîme pour vous ?» poursuivit Zotov. « Vous n'avez pas encore disparu devant mes yeux, Pharaon, forçat !»« Vous voulez manger, je parie » fit-il, le visage crispé d'un sourire méprisant. « À vos ordres, à la minute !» Pour un aussi remarquable trotteur, il y a de l'avoine et de la meilleure. À volonté. Manger à la minute. Et un chien de tant de prix, si magnifique, il y a de quoi le nourrir. Si un chien si précieux que vous ne veut pas de pain, on peut lui donner de la viande. Zotov, s'excitant de plus en plus, grogna toute une demi-heure. À la fin, ne contenant plus la colère qui bouillait en lui, il se leva, trépigna de ses galoches et se mit à bourdonner à travers la cour. Suis-je obligé de vous nourrir, parasite? Suis-je un millionnaire pour que vous me grugiez et me suciez? Je n'ai moi-même rien à manger, maudite rosse! Que le choléra vous baffre. Je ne tire de vous ni joie, ni profit, rien que de la peine et de la ruine. Pourquoi ne crevez-vous donc pas? Quel personnage êtes-vous pour que la mort même ne vous prenne pas? Si vous voulez vivre, vivez au diable, mais je ne veux plus vous nourrir, j'en ai assez, je ne le veux pas. Le chien et le cheval écoutaient Zotov se révoltant et s'indignant. Comprenaient-ils ces deux parasites qu'on leur reprochait leur goulet de nourriture? Toujours est-il que leur ventre rentra encore plus, leurs corps se ratatinèrent davantage, leurs poils se délustrèrent, et ils eurent encore plus l'aspect de bêtes battues.
Leur air de soumission acheva d'énerver Zotov. « Allez-vous-en » s'écria-t-il, mu par une sorte d'inspiration. « Partez de chez moi, que je ne vous vois plus. Rien ne m'oblige à garder dans ma cour toutes sortes d'horreurs. Hors d'ici !» Le vieux, à petits pas, trottina vers le portail, et, ayant ramassé à terre un bâton, se mit à chasser de sa cour ses pensionnaires. Le cheval, remuant la tête, remuant les omoplates, boitilla vers la porte. Le chien le suivit. Tous deux sortirent dans la rue, et au bout d'une vingtaine de pas s'arrêtèrent près d'une palissade. « Ah, je vais vous en donner » cria Zotov menaçant. Ses pensionnaires chassés, il se calma et se mit à balayer la cour. Il regardait parfois dans la rue. Le cheval et le chien, comme cloués près de la palissade, considéraient la porte d'un air accablé. « Essayez un peu de vivre sans moi !» marmonnait le vieux, sentant la colère s'enfuir de son cœur. « Que quelqu'un d'autre maintenant prenne soin de vous ! Ah, je suis avare et méchant. Il fait mauvais vivre près de moi. Eh bien, allez essayer de vivre avec un autre. Oui !» Se délectant de l'air abattu de ses pensionnaires, leur faisant des grimaces et ayant grogné son sou, Zotov sortit dans la rue, et prenant la mine la plus féroce possible, il s'écria « Allons, que faites-vous là? Qui attendez-vous? Vous restez au milieu de la route et empêchez les gens de passer. Rentrez !» Le cheval et le chien, connaissant depuis longtemps les intonations de leur maître, baissèrent la tête et se dirigèrent la mine coupable vers la porte. Liska, sentant peut-être qu'il ne méritait pas de pardon, se mit à hurler plaintivement. « Si vous voulez vivre, vivez, mais pour la nourriture, tiens, mors ça !» dit Zotov en leur faisant la figure et les laissant entrer. « Crevez même si ça vous dit !» Cependant, à travers la brume matinale, le soleil se mit à percer. Ses rayons obliques glissèrent sur la gelée blanche et on entendit des voix et des pas. Zotov remit son balai en place et sortit de la cour, se rendant chez son voisin et compère, Mark Ivanitch, qui tenait une épicerie. Arrivé chez lui, s'étant assis sur une chaise pliante, il poussa un soupir, l'air sérieux, lissa sa barbe et se mit à parler du temps qu'il faisait. De la température, les compères passèrent au nouveau diacre, du diacre au chantre, et la conversation fut nouée. Quand l'apprenti apporta une grande bouilloire de cuivre, pleine d'eau chaude, et que les compères se mirent à prendre le thé, le temps fila aussi vite qu'un oiseau. Zotov se trouva réchauffé et ragaillardi. « Mark Ivanitch, dit-il après son 6e verre de thé, tambourinant des doigts sur le comptoir, « j'ai une demande à te faire. Écoute, aie la bonté de me donner encore aujourd'hui du foin. » Derrière la grande boîte à thé qui cachait Mark Ivanitch, un soupir profond retentit. « Aie la gentillesse de m'en donner, » répéta Zotov. « Ne me donne pas de thé aujourd'hui. Soit, mais donne-moi du foin. Je suis confus de t'en demander. Je t'ai déjà excédé de ma pauvreté. Mais mon cheval a faim. »« Je peux t'en donner, » soupira le compère. « Pourquoi pas? Mais dis-le-moi en grâce, pourquoi diable gardes-tu ces rosses? Si seulement le cheval valait quelque chose. Mais bah, il fait mal à voir. Et ton chien, un vrai squelette. Pourquoi diable les gardes-tu? Mais où les mettre? Où? C'est connu. Mène-les chez Ignat, l'équarrisseur. Voilà toute l'affaire. Il y a longtemps qu'ils devraient y être. C'est là leur vraie place. Oui, sans doute, murmura Zotov. Mais tu vis de charité et nourris des bêtes, poursuivit le compère. Je ne te regrette pas, mon foin. Que Dieu te protège. Seulement, l'ami, ça fait compte d'en donner chaque jour. On ne voit ni le bout ni la fin de ta pauvreté. On te donne sans qu'on sache quand ça finira. Mark Ivanitch fit un soupir et caressa sa figure cramoisie. Par ma foi, fit-il, tu devrais mourir. Tu vis sans savoir toi-même pourquoi. Oui, ma parole, si le Seigneur ne t'accorde pas de mourir, va-t'en dans quelque hospice ou quelque asile. Pourquoi irais-je? J'ai des parents, j'ai une petite nièce. Et Zotov se mit à raconter longuement que quelque part, dans une ferme, vivait sa petite nièce, Glatcha, la fille de sa nièce Katerina. Elle doit me nourrir, dit-il. Elle héritera de ma maison. Il faut donc qu'elle me nourrisse. Je vais aller chez elle. Tu comprends? Glatcha, c'est la fille de Katia. Et Katia, c'est la bru de mon frère Pantelei. Elle aura ma maison. Alors qu'elle me nourrisse. Eh bien, qu'attends-tu? Au lieu de vivre comme ça de charité, tu devrais être depuis longtemps chez elle. Et j'irai, Dieu me punisse si je n'y vais pas. Elle le doit. Quand 1 heure après les compères eurent bu un verre de vodka, Zotov, debout au milieu de la boutique, disait d'un ton inspiré. Je me disposais depuis longtemps à aller chez elle. Je vais y aller aujourd'hui même. Mais certainement, au lieu de bagnauder et de crever la faim, tu devrais être depuis longtemps à cette ferme. J'y vais de ce pas. J'arriverai et dirai. Prends ma maison et nourris-moi, et respecte-moi. Tu le dois. Si tu ne veux pas, tu n'auras ni ma maison, ni ma bénédiction. Adieu, Ivanitch. Zotov but un second verre de vodka et, inspiré par son idée nouvelle, se hâta vers son logis. La vodka l'avait déprimé, la tête lui tournait, mais il ne se coucha pas. Il fit un paquet de séardes, dit une prière, prit son bâton et sortit de sa cour. Sans se retourner, marmottant,
Tâtonnant les pierres de son bâton, il suivit la rue et arriva dans les champs. Il y avait 10 à 12 vertes jusqu'à la femme où habitait sa nièce. Il marchait sur la route sèche, regardait le troupeau appartenant aux habitants de la ville et songeait aux brusques changements qu'il venait d'opérer avec tant de décision dans sa vie. Il songeait aussi à ses pensionnaires. En partant, il n'avait pas fermé la porte, leur laissant la possibilité d'aller où bon leur semblerait. Il n'avait pas fait une verste que des pas retentirent derrière lui. Se retournant, il leva furieusement les bras en l'air, et derrière lui, tête baissée, serrant la queue, venaient lentement le cheval et le chien. « Retournez où vous étiez !» fit-il avec un geste impératif. Les bêtes s'arrêtèrent, se regardant l'une l'autre, regardant leur maître. Il recommença à marcher, elles le suivirent. Alors il s'arrêta et se mit à réfléchir. Arrivé avec ses bêtes chez sa petite nièce Glatcha, qu'il connaissait à peine, c'était impossible. Retourner et les enfermer, il ne le voulait pas. Et d'ailleurs, on ne pouvait pas les enfermer parce que la porte ne tenait pas. « Ils crèveront de le hangar !» pensa Zotof. « Il faut vraiment aller chez Ignat. » L'isba de l'équarrisseur était isolée, à 100 pas de la barrière. Zotof, pas encore tout à fait décidé, et ne sachant que faire, se dirigea vers elle. La tête lui tournait. Il voyait mal. Il se souvint très peu de ce qui se passa dans la cour de l'équarrisseur. Il se rappelle une forte et dégoûtante odeur de peau et le bon fumet de la soupe aux choux que mangeait Ignat quand il entra chez lui. Il voit comme en rêve qu'Ignat, après l'avoir fait attendre près de 2 heures, fut longtemps à préparer quelque chose et changea de vêtements en parlant de sublimer avec une femme. Zotof se souvient que son cheval fut mis dans un travail, après quoi il entendit 2 coups, un donné sur un crâne, l'autre un grand corps qui s'abat. Quand Liska, voyant mourir son ami, se jeta en hurlant sur Ignat, un 3e coup retentit qui interrompit son hurlement. Puis Zotof se souvient que par bêtise, étant ivre et voyant les 2 cadavres, il s'approcha du travail et y mit aussi sa tête. Ensuite, jusqu'au soir, une taie sombre obscurcit ses yeux. Il ne pouvait pas même voir ses doigts.